plonger dans l'histoire Mhm. pour aller rechercher un petit peu l'essence de vos romans. Ça dépend des romans. Oui. Il y a des romans contemporains aussi. Oui. Mhm. Mais c'est vrai que j'aime l'histoire, j'aime creuser. En fait, je suis curieux, donc que ce soit l'histoire ou la géographie, ou quand j'écris, de toute manière, même si c'est un roman contemporain, je creuse avant. J'aime bien me remplir de tout le contexte. Et c'est une passion qui est arrivée jeune, ou bien c'est parce que vous voyagiez souvent déjà avec les parents, ou bien Non, par c'est la juste qu'en lecture? fait, je creuse, je fouille. Un côté archéologue, enfin, je crois que c'est la curiosité La curiosité. qui me pousse. Oui, je suis curieux de nature. Mais Donc, déjà depuis que je suis jeune. petit, ah oui, je suis né curieux, quoi. D'accord. On m'a toujours représenté comme enfant, enfin, en disant que j'étais fatigant parce que je posais trop de questions. Ah, ça c'est Donc, bon. oui, donc c'est toujours été comme ça. Donc, après, ce qui était sympathique pour les parents ou les gens qui s'occupaient de moi, c'était qu'on m'emmenait facilement, ce qui n'était pas le cas de tous les enfants, visiter n'importe quoi. Parce qu'en fait, ça m'intéressait toujours. Et c'était sans doute enfin, je pense que c'est plus une qualité qu'un défaut, la curiosité. Et on dit que la curiosité est un défaut, pas du tout. Je pense que c'est une grande qualité, moi. Mais en tout cas, c'est ce qui fait que je ne m'ennuie jamais, que la vie est passionnante et que énormément de choses m'intéressent. D'accord. Bien sûr, j'ai des passions. Et plus que des passions, une vocation qui est l'écriture, ça je ne peux pas vivre sans, mais elle est remplie de l'intérêt que je porte à des tas de choses différentes. Alors ici, je vois un peu un entonnoir. Oui. Pourquoi les Sénégalais, pourquoi la guerre 14-18? Qu'est-ce qui a déclenché cette curiosité, dont vous dites? Alors j'étais ramené vers la guerre de 14-18, mais surtout l'après-guerre, enfin, parce que il y a une vingtaine d'années, j'ai lu le récit de Lucie Couturier. Alors Lucie Couturier, c'est une femme peintre qui fait la couverture de ce roman, est une peinture qu'elle a faite, Le Noir écrivant. Et elle avait écrit un récit en 1920, Des inconnus chez moi, qui relate son expérience à Saint-Raphaël. Elle avait une villa. Au-dessus de sa villa s'était installé un campement de tirailleurs sénégalais qu'on mettait au chaud, au soleil, sur la côte d'Azur pendant la guerre, pour qu'ils se retapent un peu, parce que dans les tranchées, ils arrivaient directement d'Afrique, on les jetait dans les tranchées, et ils attrapaient, en plus de mourir et des blessures, ils attrapaient des maladies liées au froid et à l'humidité. Donc on les mettait en hivernage sur la côte d'Azur pour qu'ils se refassent un peu. Et elle va rencontrer des tirailleurs avec au début les préjugés de tout le monde, la peur, la méfiance, la défiance, mais à partir d'un garçon, ensuite elle va en rencontrer d'autres, elle s'aperçoit qu'ils ont envie d'apprendre à parler, à lire et à écrire le français. Jusqu'ici, l'armée française leur inculque à formaliser le parler tirailleur. Il n'y a pas de féminin, c'est tout montable. Ni féminin, ni pluriel, oui. Tous les verbes à l'infinitif. Ça donne finalement cette caricature que tout le monde connaît, Yabon Banania, voilà, la publicité pour Banania, avec cette représentation d'un tirailleur sénégalais souriant, rigolard, et ce Yabon qui veut dire, donc c'était le parler tirailleur, hein, c'était ça, toi y en a vouloir, moi y en a aimer, tarte aux pommes, beaucoup trop. Alors ce qui est, je dis, très, très curieux aussi à découvrir, c'est régulièrement entre quelques chapitres, c'est justement ces anciennes directives qui dataient de l'époque, quoi. Sous le parler, sous plein de choses, et on retombe un peu dans la presse d'après 14-18, ou bien à l'époque aussi, quoi. Alors là, vous parlez des extraits, en fait, voilà. Puisque en fait, ce que je trouvais intéressant, c'était de juxtaposer, d'entremêler des extraits de la presse, de livres, de tests de médecine, de publicités, de livres pour enfants, etc., qui donnent le contexte objectif dans lequel se formait finalement la pensée des gens de l'époque, pour mieux comprendre pourquoi cette société était structurellement raciste, discriminante, bourrée de préjugés, mais qu'on comprenne d'où ils viennent et comment ça se forme. C'est-à-dire c'était le bain dans lequel toute pensée, tout être vivait à l'époque. Et je trouvais ça intéressant de donner cet éclairage qui entrecoupe finalement le récit imaginaire, le récit de fiction. Alors ce qui est très intelligent dans votre écriture, évidemment, c'est le non-dit. Oui. C'est-à-dire, dans la bout de chose, c'est la délicatesse du mot. Et la délicatesse du mot fait que vous parlez d'une chose récurrente tout au long de l'ouvrage,
mais c'est plus pour faire travailler l'esprit du lecteur qui va imaginer plein de choses. Et je pense par exemple à cette main posée par le médecin Ouais. sur son aide de camp. Oui, oui, bien sûr. Et j'essaye toujours, en fait, la littérature, en fait, c'est comment dire, c'est d'abord d'entraîner le lecteur soi-même quand on écrit, et donc le lecteur après, dans un imaginaire qui vous séduit et qui vous fait vivre quelque chose. Mais cette expérience, c'est aussi une expérience de la découverte, d'aller à la découverte de l'autre. Moi, j'écris parce que ce qui m'intéresse, je vous parlais de la curiosité au début, c'est de me plonger dans la psyché des autres, en fait. Et de voir en quoi, finalement, j'ai une empathie, je me retrouve, moi, je peux être quelqu'un d'autre aussi, parce qu'en fait, nous avons des choses en commun, des choses différentes. Se mettre dans la peau d'un autre, c'est un exercice absolument passionnant. C'est celui de l'écrivain, et ensuite, c'est celui du lecteur. J'aime beaucoup la phrase, toujours, de Charles Baudelaire, à la fin d'un petit poème en prose, qui s'appelle Les Fenêtres. Il observe une vieille dame penchée sur son ouvrage par sa propre fenêtre. Il imagine brièvement sa vie et il conclut « Et je me couche fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même ». Et je trouve que ça définit pour moi le travail de l'écrivain de fiction. C'est ça que j'aime faire. Amadoulo, c'est moi, comme Madame Bovary, c'est moi, vous voyez. C'est-à-dire que je me suis mis dans la peau de ce personnage, un jeune garçon, peul, musulman, guinéen, qui est enrôlé de force à 16 ans, qui fait l'expérience des tranchées, de la peur, de la guerre, mais aussi de la fraternité, parce que les Noirs et les Blancs sont mêlés dans l'armée française, et puis qui se retrouve dans un village qui n'a jamais vu de Noirs en vrai, et qui essaye, il fait contre mauvaise fortune bon cœur, son rêve c'était de retourner dans sa Guinée à la guerre finie, et puis il est, pour une raison qu'on ne racontera pas là ici, mais que vous connaissez puisque vous avez lu le roman, il est amené à rester en France. Et donc il essaye finalement de s'intégrer, il essaye d'apprendre à parler en bon français, à lire, à écrire, il essaye d'aller à la découverte et à la rencontre des autres, et il les regarde, avec son regard à lui. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de me plonger dans sa peau, dans sa tête, essayer de comprendre comment il pouvait éventuellement percevoir les choses. Bien sûr, c'est imaginaire, puisque je ne peux pas prétendre que c'est comme ça qu'il pensait. Mais ce qui était intéressant, c'était que ça me permettait de donner son regard, qui n'est pas du tout celui des autres sur lui. Celui des autres sur lui est limité. C'est les clichés qu'on a à l'époque sur les Noirs, c'est le racisme qu'on a vis-à-vis des Noirs, c'est le fait que, comme on leur enseignait que ce langage-là, on considérait qu'ils étaient incapables de parler, donc ils étaient inférieurs en intelligence, parce qu'ils avaient ce langage schématique. Mais là, effectivement, au départ, il a du mal à s'exprimer, il ne parle qu'en par les petits nègres, mais par contre, il ne pense pas du tout comme ça, il pense en peul, voilà, avec une plus grande complexité. Et il ne demande qu'une chose, parlez-moi français. Parlez-moi français. Donc, donc ses pensées à lui, bah, c'est celle d'un jeune garçon, avec sa culture, bien sûr, l'islam, les traditions, les gris-gris, l'expérience d'un jeune berger peul, l'expérience du front, l'expérience traumatique de la guerre. Voilà. Et avec tout ça, il y a un regard qui s'est formé et il avance à la rencontre des autres. Et c'est justement le regard aussi que des jeunes de son âge, du moins une jeune fille de son âge, un peu plus jeune même, va le prendre en amitié. Beaucoup plus jeune, oui. Hélène, qui a 6-7 ans, voilà, une petite fille qui, elle, bah, parce qu'elle est très très jeune, elle a quelques préjugés. Au départ, elle voit un noir, oh là, quand même, est-ce que par hasard, c'est pas un cannibale? Enfin, l'idée qui est une des idées qui traînait quand même à l'époque. Mais très vite, elle s'aperçoit que non, c'est un jeune homme très gentil, et comme elle s'ennuie terriblement, elle est très contente, elle est livrée à elle-même, cette petite fille, parce que son père est certainement mort à la guerre, c'est une petite fille de la famille la plus riche de la bourgade où j'ai situé l'histoire. Sa mère est une femme qui essaye de s'émanciper, d'exister par elle-même, de devenir une artiste, une photographe, Louise, et puis elle a un oncle qui est revenu de la guerre, Antonin, un des personnages aussi de la pièce, qui lui est fracassé par la guerre, qui va bouleverser complètement son regard sur la société, sur la civilisation européenne. Et
puis il y a cette petite fille, donc effectivement, elle a appris à lire et à écrire, et elle a avant tout envie de se distraire, de jouer, et avec Amadou, elle trouve un compagnon. Et lui, en elle, il trouve la première personne qui va peut-être justement l'aider, Oui. voilà, et il lui dit, mais apprends-moi à lire et à écrire. Alors c'est son premier professeur. Et bien entendu, elle trouve ça très amusant de jouer avec lui comme on joue à la poupée un peu, c'est-à-dire elle a tout d'un coup, et puis c'est valorisant, elle se dit au fond j'ai un garçon, un grand garçon, enfin il a voilà, un homme de 20 ans, et je peux lui apprendre quelque chose. Voilà. Alors l'autorité, le pouvoir que l'officier peut avoir sur son... Son aide de camp. Son aide de camp, c'est pas son aide de camp, c'est son chauffeur. Son ordonnance. Son ordonnance. À la guerre, il est son ordonnance. Il est son ordonnance. Alors, parlons un peu de cette autorité, de ce pouvoir de l'autorité qui, malgré tout, va infliger à notre héros, je vais dire, une prolongation de son séjour en France. Oui. Alors effectivement, peut-être qu'on ne raconte pas tout à fait encore l'anecdote, mais Amadou est contraint de rester parce que le médecin militaire, Robert Desvaux, qui va sauver la vie, veut le garder à son service comme chauffeur dans la vie civile. Donc il sait qu'Amadou veut rentrer chez lui dans son pays, retrouver sa famille. Il était marié adolescent en fait, très jeune à une fille. Là-bas, il a sa mère, il a ses oncles, cousins, etc. Il rêve de rentrer chez lui. La guerre est finie, comme tous les tirailleurs, et tous les tirailleurs sénégalais vont retourner chez eux. Et puis finalement, il l'a dit à ce médecin. Et puis finalement, en fait, le médecin, on décide autrement parce que c'est son bon plaisir, en fait. C'est ce que lui veut faire. Et c'est vrai que à cette époque-là, que ce soit pour partir à la guerre, ils étaient enrôlés de force, pour revenir chez eux ou rester en France, on ne leur demande pas leur avis. Il y a un certain nombre de tirailleurs sénégalais qui vont rester dans l'armée française et qu'on va envoyer en Allemagne, donc pour veiller, parce que donc la France, les Anglais et les Français vont occuper la Rhénanie, la rive est du Rhin, pour que les Allemands ne reviennent plus faire la guerre, et parmi les soldats français, il y aura des Noirs. Et ça va, la cité allemande étant encore plus raciste que la cité française, ils vont vivre ça comme l'humiliation suprême, parce que les Allemands considèrent qu'ils n'ont pas perdu la Première Guerre mondiale, ils se construisent déjà dans l'esprit de revanche, et les Noirs en Rhénanie, ils appellent ça le Schwarzschade, la honte noire. Il y a toute une propagande, il y a toutes des publications dans la presse, dans la publicité, etc., qui donnent une représentation ultra raciste et hostile des Noirs. Le pire du pire étant quand par hasard une jeune femme allemande tombe amoureuse d'un Noir, ce qui est arrivé. Ouais, comme genre une jeune femme française peut tomber aussi amoureuse d'un Noir, enfin, ça peut, une liaison, voilà. Alors ce qu'on peut aussi, je vais dire, décortiquer, observer et analyser, c'est un petit peu le retour au foyer du soldat, du médecin en question. Ouais. Et là on retrouve évidemment la tutelle de la mère, de l'épouse qui a été, je veux dire, qui a été abandonnée pendant 3 ou 4 ans, le temps du départ, mais c'est la regestion, la reconstitution, la reconstruction du couple. Et là, oui, alors évidemment, alors dans le cas du médecin, c'est compliqué. Alors, très compliqué. Je ne sais pas si on dit pourquoi, mais, voilà. Mais effectivement, mais au-delà de son cas particulier, je pense qu'effectivement c'est assez général. Quand on a vécu une expérience comme celle de la guerre, en fait, cette expérience est pratiquement indicible, non transmissible. On le voit, toutes les expériences, les grandes expériences douloureuses de ce type-là, ceux qui l'ont vécu peuvent le partager ensemble. C'est d'ailleurs ce qui crée l'esprit des anciens combattants, parce qu'ils ont connu l'horreur, mais ils ont aussi connu la fraternité, et plus le temps passe, plus ils vont se souvenir de cette période tout à fait extrême, et donc par certains côtés, pour certains d'ailleurs tout à fait traumatique. Il y a le personnage d'Antonin dont je parlais tout à l'heure, l'oncle de la petite Hélène qui, lui, ne s'en remettra pas, mais il y en a d'autres qui continuent de vivre avec, et avec les années, cette expérience, la partie la plus épouvantable est à peu près digérée, peut-être, mais il reste des éléments positifs, puisque même dans le pire, il y a des moments joyeux, il y a des moments d'amitié, il y a des moments de partage. Et donc les anciens combattants, quand ils étaient très vieux, on voit bien qu'ils souvent
c'était le moment le plus intéressant, souvent, de leur existence, le moment le plus exaltant. Donc mais ils n'ont pu le partager qu'entre eux. Les hommes qui rentrent, comment est-ce qu'ils transmettent aux femmes, comment est-ce qu'ils transmettent aux vieux, comment est-ce qu'ils transmettent à ceux qui n'ont pas fait la guerre cette expérience-là? C'est très difficile. Et comment reprendre une vie normale après la guerre? Les femmes qui sont restées, on sait bien aussi d'ailleurs la guerre de 14, les femmes qui sont restées, qui ont travaillé, qui ont été libres d'une certaine façon parce qu'il n'y avait plus les hommes, quand tout d'un coup les hommes reviennent, c'est pas forcément très agréable. D'ailleurs, pour Amadou, dans mon roman, la fin de l'histoire aussi, c'est qu'à la fin de l'histoire, il va retourner en Guinée. Alors on ne me raconte pas comment, ni ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui l'amène à tout ça, mais quand le fait de rentrer là-bas en Afrique, lui, son rêve, c'est de retrouver sa famille, sa femme, etc. Mais le temps a continué sans lui, là-bas. Les gens ont continué leur vie, leur petite vie là-bas, sans lui. Donc leurs préoccupations en Guinée, très 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 loin des tranchées, ça n'a rien à voir. C'est pas la guerre, c'est la vie sous l'empire colonial, c'est des questions de moutons, de vaches, de chaleur, de sécheresse, de mariage, d'organisation du village, etc. Leur vie a continué et ça n'a rien à voir avec ce que lui a vécu. C'est un peu le thème qu'a abordé Azouz Begag dans son dernier roman, où ces deux Algériens retournent voir la maison. Exactement. Mais que le pays a évolué, les gens ont évolué. Ça, c'est toujours... Les prisonniers qui sont rentrés des camps, soit des camps de travailleurs, soit des camps de concentration, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, très souvent d'ailleurs ne parlaient pas au départ du tout de leur expérience parce qu'elle était non transmissible. Il y a un roman magnifique de Vassili Grossman qui s'appelle Tout passe. C'est un type qui revient du goulag en Union soviétique et la vie a continué sans lui. La vie a continué sans lui. La vie, alors dans cette vie, il y a des gens qui ont été corrects, il y a des gens qui ont été des salopards qui sont d'ailleurs à l'origine de sa déportation, de son arrestation. Tous ces gens, ils ont continué à vivre. La femme qu'il aimait, elle a continué, elle a eu une autre vie, elle a eu une autre histoire d'amour, etc. C'est terrible en fait. J'imagine que la personne qui a vécu cette expérience de la guerre, ou bien du camp, ou bien toute expérience bouleversante, se raccroche au rêve de rentrer chez lui, rentrer chez soi, et en fait, sa place n'est plus la même quand il rentre. Donc c'est souvent extrêmement décevant, douloureux. Alors, retour au village, évidemment, le pasteur est là, il ouvre les bras à ses brebis, et là j'ai beaucoup aimé un petit peu les sous-entendus que j'ai considérés comme sous-entendus, c'était peut-être pas voulu, mais c'est le pouvoir de l'Église. Ah si, c'est tout à fait voulu. Ah d'accord, eh bien on peut le développer alors. Oui, en fait c'est une société, à Mireille, donc en Franche-Comté, oui. etc., c'est une société traditionnelle, donc l'église est encore très présente, les gens vont à la messe, il y a le curé, il y a la baronne qui est des notable du village qui est là, le dimanche à la messe, c'est très important. Cette langue incompréhensible. Et puis alors, c'est vu par Amadou. Et donc Amadou, lui, il est musulman, il est animiste aussi, il a des gris-gris, etc. D'ailleurs, il dit qu'il était musulman. Tout le monde veut le médecin lui dit viens à la messe, tu peux venir, etc. La baronne, le curé se disent mais on va quand même le convertir, hein, mais non, je suis musulman, mais oui, mais enfin on ne sait jamais, tu vois, quand même tu es en France, alors la France c'est catholique, etc., il faut que tu apprennes. Et lui, il est autour de cette église, au départ, il n'y entre pas du tout, puis finalement il est quand même attiré par la musique, par les chants qui le touchent, et là il assiste à une partie de la messe, et il regarde ça avec son regard candide, d'un jeune africain musulman, et il se dit mais bon, nous on nous représente, enfin il a vu que les gens pouvaient le percevoir comme justement la peur du cannibale, et là il s'agit de prenez, ceci est mon sang, ceci est mon corps, etc. Ah bon, alors et puis en plus ce Christ, fils de Dieu, on ne représente pas Dieu, etc. Et bien lui, il est carrément là, ensanglanté, cloué, souffrant terriblement,
en quoi est-ce que c'est voilà, en quoi est-ce que c'est tellement une religion d'amour, etc. Il s'interroge quand même. Il y a tout ce qui paraît aller de soi pour un Français de l'époque catholique, pour lui est sujet à question. Et c'est toujours les petits sous-entendus, mais Oui. dont on n'aura peut-être pas la réponse. Et ça permet de faire changer de regard sur ce qu'on... c'est assez, d'ailleurs, Voltaire a fait ça, c'est assez voltairien, ça. C'est l'insistance du curé pour dire de viens suivre des cours, quoi. Ah oui, oui. Bah oui, le curé, alors il n'est pas allé aux colonies, il avait bien envie, etc. Mais je peux peut-être me rattraper. Si je fais un nouveau converti, ça serait quand même pas mal. Mais c'est toujours très, très, très délicat. Il y a plein de pudeur dans l'écriture. Je dois dire, vous avez eu beaucoup de plaisir sûrement à rédiger ce texte, à tisser ce texte, je dois dire. La relecture, ça demande une relecture à nouveau. C'est une peinture aussi. Moi, j'ai voulu peindre aussi quand même cette époque et cette société rurale, française. Je trouvais que c'était amusant d'avoir cette galerie de personnages très différents les uns des autres, mais qui forment le tout de la société de l'époque, avec justement, à partir de là, on peut voir que finalement, quel que soit son niveau social, son niveau de culture, sa pensée, les êtres sont tous quand même conditionnés par le milieu dans lequel ils vivent. C'est d'ailleurs pour ça que je donnais ces extraits objectifs qui montrent comment on voyait un noir à l'époque, quelles étaient les conditions de vie d'un domestique, enfin toutes ces choses-là. La façon dont on considère les femmes. Les femmes sont considérées spontanément comme très en dessous, comme des inférieures dans toute la société. Ça commence tout juste à changer. Le mouvement féministe, on sait bien, c'est cette époque-là, ça commence un peu avant-guerre, ça se développe beaucoup après. C'est la question du droit de vote des femmes, etc. Donc c'est une société naturellement profondément inégalitaire, bourrée de préjugés, et c'est intéressant de comprendre dans quel bain se forme la pensée, parce que ça reste une thématique actuelle. Je pense que on est toujours beaucoup le produit de la société dans laquelle on est. Et que penser différemment, c'est difficile. Ce qui est amusant justement, c'est qu'Amadou, lui, il pense nécessairement différemment. Donc il regarde autrement les autres. Il n'a pas les mêmes préjugés. C'est ça que je dis. Donc une lecture, l'ouvrage peut demander une lecture très rapide, on lit, mais demande une relecture à nouveau pour explorer justement les différentes pistes que vous avez offertes au lecteur. Pour découvrir plein de choses. Oui, absolument. Et là, c'est tout le plaisir de la lecture, mais de découvrir aussi la beauté de l'écriture, de la concision. Oui, il y a beaucoup ce plaisir-là. J'espère le transmettre aussi. Il faut parce que c'est un personnage qu'on peut aimer, un personnage qui est attachant. Alors, on peut dire que peut-être il est trop bon d'une certaine façon. Je ne crois pas, parce que je crois qu'en fait, il est mu par ce qu'il est profondément. Alors après, j'aurais pu choisir il y a différents types au début, d'ailleurs je le présente avec d'autres tirailleurs qui ont des comportements différents, mais c'est juste le début de l'histoire. Mais là, je trouvais intéressant que ce garçon soit un garçon qui essaye de s'adapter, un garçon qui est curieux, comme je suis curieux. Donc c'est cette curiosité qui le sauve en fait. Ce désir de découvrir, d'avancer, et donc il ne se laisse pas abattre en dépit de tout. Et il avance, mais il avance vers une expérience qui est tout de même douloureuse, qui est que sa place est impossible dans cette France-là, à cette époque-là. Impossible. Et donc, ça va aller, alors il ne faut pas raconter évidemment les différents épisodes, mais ça va jusqu'à quelque chose d'extrêmement dur pour lui, violent. Violent, parce que ça c'est un point important, je pense. Il y a toujours la pensée générale sur l'autre, ensuite le discours issu de cette pensée, et si c'est une pensée discriminante, à un jour ou l'autre, ça se traduit par de la violence. On passe à l'acte. L'antisémitisme, c'était dans la société européenne de la même façon quelque chose de aussi naturel que le racisme. C'est une forme de racisme. On vit avec, on le formule, ah oui, c'est juif, etc. Les différentes qualificatifs discriminants, comme pour les Noirs. Et puis à un moment donné, on va le formuler d'une autre façon, et on va dire, oui, mais en fait, ils sont une menace. Ils sont nuisibles. Ils sont
c'est à cause d'eux que ceci ou cela va mal, etc. C'est ce qui s'est passé avec les Juifs désignés comme le bouc émissaire en Allemagne. Et donc, ça se traduit par ce qu'on sait. C'est la même chose vis-à-vis des Noirs. Il y a eu tout de même des crimes épouvantables commis contre eux, ou même sans que ce soit une extermination systématique, dans la colonisation, on a disposé de leur vie de façon terrible. Alors au départ, c'était quasiment comme de l'esclavage dans une société où théoriquement l'esclavage n'existe pas. Et comme vous disiez tout à l'heure que Amadou ne choisit pas son destin, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en théorie, on est dans la République française, liberté, égalité, fraternité, laïcité, l'universalisme des grandes valeurs, mais lui, il n'a pas le droit de choisir son propre destin de la même façon, parce qu'il n'est pas un... D'ailleurs, légalement, il n'est pas un citoyen français, il est un sujet de l'Empire, comme tous les Noirs, comme tous ceux qui ne sont pas de la métropole française. Il n'est pas un citoyen, il est un sujet, à l'exception des Antillais qui aussi étaient déjà des citoyens. Mais donc, quand il repart chez lui, quand les tirailleurs, quand ils sont rentrés en Afrique, ils n'avaient pas les mêmes droits, ils n'avaient pas les pensions que les poilus touchaient. Il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où on a de nouveau utilisé les tirailleurs sénégalais, pour qu'enfin on leur donne une pension. C'est quand même terrible, quoi. Je veux dire, on les a pas... Donc il y a une société où l'esclavage est interdit, de toute la plupart des sociétés, enfin toutes les sociétés occidentales, l'esclavage n'existait plus, mais de facto, si, il existait. Nous sommes aussi des esclaves, on va devoir répondre un petit peu à l'agenda et au timing qui nous est imparti. Antoine, je vous remercie d'être venu. Voyez-vous, on vient déjà nous récupérer. Ben oui, je vois ça. Oui. Voilà, merci d'être venu et bonne promotion. Ben merci. Merci de m'accueillir.